Bonjour à tous. Cette semaine, on parle d'économie sociale. On parle... Il y a le feu! Caserne des pompiers. On parle du service incendie de Baie-Saint-Paul et qui a eu cette idée folle d'inventer les chouines que l'on va tous dépenser dans notre communauté. Bienvenue à l'émission, ça se passe chez vous. Alors, nous avons la chance d'avoir Mylène Armstrong, donc j'ai appris à prononcer son nom de famille. Je fais presque des cours de diction parfois quand je reçois des invités. Donc, tu es agente de développement économique à la MRC de Charlevoix et tu viens nous parler d'économie sociale. Bon, moi je connais la microéconomie, la macroéconomie parce que j'ai étudié en gestion. Mais c'est quoi l'économie sociale? L'économie sociale, en fait, bien, ça fait partie de notre économie là, globalement. C'est des entreprises de propriété collective. Donc, on peut nommer ça l'entrepreneuriat collectif aussi. Donc, les entreprises d'économie sociale, ça va être des OBNL, donc des organismes à but non lucratif qui ont un volet marchand. Donc, c'est-à-dire qu'ils vendent des produits ou des services. Ça peut être des coopératives aussi. Il y a toute une coopératives d'habitation, par exemple? Coopératives d'habitation, coopératives de consommateurs, comme des épiceries, par exemple, en formule coopérative, des commerces de proximité. Il peut y avoir des coopératives de solidarité où on a plusieurs types de membres. Un bon exemple ici, là, même dans Maison-Mère, c'est le Mousse-Café, qui est une coopérative de solidarité. La Coop de l'Arbre en est une aussi. Donc, à ce moment-là, on a des producteurs, on a des consommateurs, on a des travailleurs. Donc, il y a différentes formes là, de coopératives. C'est toujours des entreprises collectives avec un volet marchand. Donc, il y a des mutuelles aussi, mais ça, on connaît moins ça. Mais un exemple là, qui est dans le langage courant, ça serait Promutuelle, par exemple, qui est une mutuelle d'assurance. D'accord. Mais qu'est-ce qui va amener les gens à décider de se partir une entreprise ou un service en économie sociale? Bien, c'est une bonne question, là. Le choix, en fait, de l'économie sociale, souvent, ça va être guidé, bien, ça dépend des gens, là, mais guidé par, je dirais, deux aspects principaux. C'est le fait de vouloir répondre à un besoin collectif. Donc, le fait de se mettre ensemble pour répondre à un besoin que plusieurs personnes ou que la communauté ressent. Donc, les gens vont vouloir travailler ensemble en collectif puis créer une entité pour offrir des services, offrir des produits. Donc, généralement, ça vient de la base. Donc, ça vient de la communauté, les gens se réunissent puis décident de répondre à un besoin qui n'est pas répondu par l'entreprise privée ou qui n'est pas répondu par le gouvernement. Donc, c'est souvent comme ça. Sinon, une autre des motivations, ça serait de vouloir retourner les profits ou les bénéfices de cette activité-là 100% à la communauté. Donc, il n'y a pas d'aspect de bénéfices pécuniaires là, ou financiers dans l'économie sociale. On veut faire du profit de plus en plus, puis en offrant peut-être des conditions moins intéressantes. Bien, ça serait l'extrême parce que moi, je veux pas non plus mettre l'économie sociale en opposition à l'économie libérale parce que dans Charlevoix ou puis dans toutes les autres communautés, les entreprises privées jouent un rôle très important dans notre économie. Puis c'est deux formes d'activité économique qui font partie d'un tout puis qui sont complémentaires. Mais la différence au niveau du pécunier ou du bénéfice, c'est qu'il va être soit retourné aux membres d'une coop par ristourne ou, bien plus souvent, permettre de développer plus de services pour la communauté. Puis là, je tiens à dire que ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas rentable. Non, c'est ça. C'est ça. J'ai un exemple qui me revient à t'écouter. Je me souviens d'avoir vu un reportage. Bon, quand on reste dans des petites municipalités, des fois, le dernier épicerie, c'est souvent... en lien avec des gros propriétaires, c'est des chaînes plus petites. Puis je me souviens d'avoir vu un reportage, je pense que c'était en Gaspésie ou quelque chose comme ça, puis la dernière épicerie du coin, elle est fermée, puis ils ont décidé la communauté de reprendre, de racheter, puis de faire une entreprise d'économie sociale là, en coopérative.
Oui, bien ça, c'est des coopératives de consommateurs, généralement. Puis oui, c'est une façon, en fait, de sauver des commerces de proximité en entrepreneuriat collectif. Donc, dans Charlevoix, là, on en a, si je parle de tout Charlevoix, là, on a 2 exemples là, qui se démarquent. Là, disons, la coop Saint-Fidèle, qui est une coopérative d'alimentation. Puis, plus récemment, la coop des Monts, à Notre-Dame-des-Monts. Je ne suis pas certaine du nom de la coop, mais c'est une coop alimentaire. Elle, ça n'a pas été pour sauver un commerce, c'est vraiment... Les gens se sont unis pour créer une nouvelle épicerie là, à Notre-Dame-des-Monts. Fait que ça, oui, c'est un bon exemple. L'entrepreneuriat collectif pour de la relève d'entreprise, quand une entreprise va fermer parce que le propriétaire décide de fermer ou parce qu'il y a un manque de rentabilité pour une grande compagnie, bien, ça peut être une solution. Puis parfois, ça vient de la communauté, parfois, ça vient des travailleurs. Puis comment... je suis curieuse de voir quelle aide une communauté peut avoir, parce que je prends cet exemple-là, par exemple, tu parles à Notre-Dame-des-Monts, ils se disaient, écoute, là, nous autres, quand on veut avoir une pinte de lait ou des choses, tu sais, de base, il faut faire 10 minutes de route ou je sais pas, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre communauté? Quelle aide? Ils vont cogner à ta porte, Mylène, puis vous les accompagnez dans l'élaboration puis la structure de ce... Au niveau de nos services, oui, le Notre-Dame-des-Monts, c'est dans l'autre MRC. Fait que moi, je n'ai pas travaillé avec eux, mais si on donne, tu sais, on peut travailler avec des entreprises privées, des entreprises libérales comme des entreprises d'économie sociale. Donc, oui, effectivement, pour ce qui est de monter un projet, toute l'idéation, le prédémarrage, on peut accompagner les gens dans monter leur projet. Puis, ultimement, bien, c'est comme pour toutes les entreprises, c'est-à-dire que ça prend un projet d'entreprise viable, donc qui fonctionne. Il faut faire une étude de marché, il faut faire toutes les étapes. Là, Puis au niveau du financement, bien, il y a des financements spécifiques à l'économie sociale. Nous, on en a à la MRC, là, un fonds d'économie sociale. Il y en a à l'échelle du Québec aussi, mais ça reste là, du financement par des emprunts. Donc, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir de la subvention en économie sociale, mais on ne parle pas d'entreprises, d'organismes communautaires. On n'est pas dans des missions subventionnées. C'est vraiment une économie là, de marché. Et puis, on a une rentabilité qui est liée à vraiment bien répondre à un besoin puis avoir une structure d'entreprise qui fonctionne. Oui, c'est ça. Puis, comme tu disais, ça peut prendre beaucoup d'ampleur, ils peuvent faire beaucoup de sous, mais ils vont avoir une mission, ils vont avoir des valeurs. Est-ce qu'une entreprise d'économie sociale doit nécessairement avoir un CA, j'imagine, oui. Puisque c'est comme une OBNL, tu parlais tout à l'heure. Il y a une notion de démocratie en économie sociale, c'est une des règles. Dans le fond, il faut qu'il y ait une démocratie, puis la prise de décision est collective. Il faut qu'il y ait une notion d'indépendance aussi. Donc, l'entreprise, donc son conseil d'administration ne doit pas être dépendant d'une entreprise privée spécifique ou du gouvernement, par exemple. Donc, il doit y avoir une diversité des membres, des administrateurs qui permettent une démocratie au niveau de la prise de décision. Puis, un exemple, allons-y comme ça, TVCO est une entreprise d'économie sociale. Donc, on est dedans, là. On est dedans. Vraiment. Et Maison Mère aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai. Il faut rappeler aux gens là, que la façon dont fonctionne effectivement TVCO et Maison Mère, puisque je suis un peu au courant, il y a effectivement un CA, puis les décisions doivent remonter. Dis-moi, c'est le mois de l'économie sociale. Oui. Ce serait bien que tu nous parles peut-être un peu de chiffres. C'est quoi le portrait? Peut-être tu n'es pas capable de le donner de façon régionale, mais au niveau de la capitale nationale, ça ressemble à quoi un peu? Bien, au niveau de la capitale nationale, là, on a à peu près 1250 entreprises d'économie sociale. Puis, il y a beaucoup de ces entreprises-là qui desservent une clientèle régionale. Donc, à peu près là, 75 des entreprises qui offrent un service local, vraiment à la population sur place. Puis, je parlais des revenus, là, c'est environ 88 des revenus qui viennent de la vente d'un produit ou d'un service. Donc, il y a vraiment là, une notion de rentabilité. Mais dans Charlevoix, je peux vous le dire, là, dans tout Charlevoix, on a une centaine d'entrprises d'économie sociale, puis ça représente environ 650 emplois dans la région. Non, c'est donc, pas c'est quand même important. Oui. Puis, tu sais, le PIB, là, c'est un gros mot, là, ça, le PIB, mais ce que je veux dire, c'est que l'argent qui est généré par l'économie sociale, c'est énorme au Québec. Donc, on a des pôles d'entreprises d'économie sociale dans chacune des régions qui aident à développer. Ça fait partie des orientations de développement du gouvernement. Et puis, il y a un plan d'action pour le développement de l'économie sociale parce que c'est reconnu que c'est une façon de répondre aux besoins des communautés, par et pour les communautés. Voilà. C'est le fun. Je trouve ça agréable de voir qu'il y a quand même un dynamisme dans notre région Charlevoix, puis que les gens peuvent avoir cette avenue-là.
hein, de y aller sur le modèle d'économie sociale, qui est un modèle participatif, extrêmement participatif. Bon, c'est le mois de l'économie sociale. J'imagine qu'il doit y avoir des choses spéciales qui ont été prévues. Oui, à chaque année, on organise une activité pour parler de l'économie sociale, puis on est vraiment ancré dans ce qui se passe actuellement, puis dans les besoins de nos organisations ou du territoire. Donc, cette année, puis je dis « on » parce que c'est la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est, Microcrédit Charlevoix et le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. Donc, 3 partenaires qui organisent un événement. Cette année, on fait un 5 à 7 à l'église de Saint-Joseph-de-la-Rive. Donc, à la fameuse petite église de l'abbé Moisan. Oui, la jolie petite église. Tout le monde la connaît comme ça. Hein? Oui. Écoute, elle était très associée à cet homme extraordinaire. Puis, pourquoi on fait ça là? C'est parce que c'est partout au Québec, hein, il y a un enjeu des églises excédentaires partout au Québec. Puis, dans le cas de l'église de Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est une église excédentaire qui va éventuellement devoir se trouver une nouvelle vocation. Donc, on a un groupe de résidents là, de Saint-Joseph-de-la-Rive qui se sont mis ensemble justement en OBNL, qui ont créé un OBNL pour tenter de trouver une nouvelle vocation, une nouvelle avenue pour préserver l'église de Saint-Joseph-de-la-Rive, avoir un projet pérenne et rentable qui permette de l'entretenir, de la rénover, puis de préserver le côté, le bâtiment patrimonial qu'elle est et Exactement. le rôle social qu'elle a dans la communauté. Parce que c'est un bâtiment, en tout cas pour ceux qui sont allés à l'église de l'abbé Moisan, je ne peux m'empêcher de la nommer ainsi. Il y a du vécu, il y a des souvenirs, si les murs pouvaient parler, comme on dit. Donc, je trouve ça bien que les gens se soient mobilisés puis s'alignent sur un projet comme ça. J'aime ça entendre ça parce que c'est ça qu'on veut au 5 à 7. On veut présenter comment l'économie sociale peut nous permettre de nous réapproprier des lieux collectifs. Donc, nous, de notre côté, on veut un peu présenter, ça peut être quoi les différentes formules d'implication collective pour faire un projet porteur pour Saint-Joseph-de-la-Rive, mais on veut entendre les gens aussi, comment ils la voient, cette église-là, elle représente quoi pour la communauté, elle représente quoi pour eux, puis quelles seraient les pistes là, de réflexion pour l'avenir de cette église-là. Donc, on est vraiment dans une démarche d'émergence d'une idée de la communauté, puis effectivement, il faudra trouver une formule rentable, viable, pérenne pour l'Église. Mais j'imagine qu'on ne doit pas seulement être résident de Saint-Joseph-de-la-Rive pour avoir un intérêt ou sentir une petite fibre en nous de se dire, bon, écoute, ben moi, j'habite à Baie-Saint-Paul, mais je veux dire, j'ai des souvenirs de cet homme. Je suis allée à plusieurs reprises dans cette église-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je veux dire, ce n'est pas que les gens de Saint-Joseph-de-la-Rive ou des éboulements, là. C'est vraiment les gens qui se sentent interpellés. Puis j'imagine aussi qu'on peut y aller par intérêt d'en savoir un peu plus, parce que si ce projet-là, vous allez sûrement donner des informations, échanger avec les gens, ça peut me donner une idée dans ma propre ville à moi. C'est un événement de réseautage sur l'économie sociale. Donc, vraiment, oui, l'objectif, c'est de rassembler des gens, de discuter de choses qui peuvent nous intéresser, nous mobiliser ensemble, puis de se partager des idées, que ce soit pour l'Église à Saint-Joseph-de-la-Rive ou dans les projets respectifs des gens. Là. Puis, évidemment, bien nous, là, les intervenants Microcrédit, les 2 MRC, on sera présents, le pôle d'économie sociale aussi. Donc, c'est l'occasion là, de réseauter ensemble. Donc, vous l'avez organisé conjointement avec le groupe qui s'est créé en OBNL et vous. Formule 5 à 7, mardi 29 novembre, Formule 5 à 7. Je vois qu'il y aura des quiz et des prix à gagner. Oui. Vous êtes attirant pour aller faire un tour. Donc, on veut s'assurer que les gens aient du plaisir. Donc, voilà. Puis, si les gens veulent participer, c'est important d'aller s'inscrire parce que c'est pas énorme non plus, cette église-là. Donc, on a un formulaire d'inscription sur le site de la MRC de Charlevoix. Vous pouvez trouver l'événement qui s'appelle l'économie sociale pour se réapproprier des lieux collectifs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'imagine aussi si on va justement sur votre site à vous, on va le voir. Super. Écoute, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aimerais nous partager avant qu'on termine l'entrevue sur cette économie sociale? Bien, moi, je vous dirais, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, des besoins. On est toujours disponible là, pour parler à des promoteurs qui ont des projets, que ce soit en économie sociale ou d'autres types de projets. Puis, pour ceux que ça intéresse, le mois de l'économie sociale, c'est quelque chose qui se fait à travers le Québec. Donc, il y a plusieurs activités, soit de réseautage ou d'information. Là, on est à la fin du mois, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui
se sont faites en ligne aussi. Donc, on peut aller sur Internet, là, juste dans Google, taper « Mois de l'économie sociale au Québec ». Il y a un site Web, il y a une page Internet, il y a une page Facebook, puis il y a des liens vers des webinaires, des contenus d'information intéressants là, pour en apprendre plus sur ce volet-là de notre économie. Ça peut nous avoir sonné une petite idée, une petite cloche, une petite graine dans notre tête qu'on va nourrir en allant voir sur ces sites-là. Et puis, en allant vous rencontrer, Mme Mylène. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Mme Mylène Armstrong. Vous l'avez. Je l'ai prononcé le R. Donc, agente d'économie sociale à la MRC de Charlevoix. Merci beaucoup. Merci. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? La 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 la. Je sais pas si cette chanson-là vous dit quelque chose. Nous sommes allés faire un super reportage cette semaine à la caserne sécurité incendie de Baie-Saint-Paul, où nous avons rencontré deux personnes très accueillantes, très généreuses de leur temps, Mme Dominique Maltais et M. Sébastien Davis. Alors, écoutez ce reportage-là, vous allez en savoir puis en apprendre sur le service incendie. Et tous les gens dans les étages se disent, mais que font les pompiers? Bonjour, merci de nous accueillir à la caserne des pompiers de Baie-Saint-Paul, service et sécurité incendie, Mme Dominique Maltais. Bonjour. M. Sébastien Davis. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Très bien, Alors, merci. Nous allons tout savoir des secrets de la caserne incendie de Baie-Saint-Paul. En fait, on est 4 pompiers à temps plein. On est ici là, 5 jours semaine, ici à la caserne, pour faire du travail, entre autres, de gestion, ainsi que répondre aux appels. Sinon, on a 39 autres pompiers qui sont des pompiers temps partiel. Donc, ils travaillent ici, là, dans la région, à proximité. Et puis, durant les interventions, ils vont se déplacer là, pour venir embarquer dans les véhicules et participer aux interventions. Ce qu'on appelle, nous, là, les citoyens, les pompiers volontaires. Exactement, les pompiers volontaires. Ils volontaires. sont très importants, j'imagine, dans votre structure, parce qu'avec 4 pompiers réguliers, on va pas loin si on a un incendie majeur. Donc, on n'est pas ce qu'on considère dans le jargon une équipe là, de garde en caserne qui est là pour répondre aux interventions. Donc, comme Dominique disait, c'est vraiment une équipe administrative. Donc, les 4 pompiers qui sont à temps plein ici, donc le directeur adjoint, Dominique qui est la préventionniste et moi. Donc là, nous, on est principalement là dans le cadre du travail administratif du service. On fait aussi des inspections en caserne. Il y a beaucoup d'équipements, comme vous pouvez vous en douter, puis comme vous allez pouvoir voir. Mais lorsqu'on a une intervention, évidemment, là, on fait appel à tous les pompiers qui sont aussi ce qu'on appelle des pompiers volontaires. Par contre, ce qui est important de spécifier, c'est que ces pompiers-là sont rémunérés, donc ce ne sont pas des bénévoles, donc vont répondre à l'appel, donc sont rémunérés pour les interventions, le travail en caserne, la prévention incendie, toutes les activités qu'ils vont faire dans le cadre du service incendie, là, excepté le bénévolat qu'on fait là, par le service incendie. J'imagine qu'on ne s'improvise pas, pompier à temps partiel ou pompier volontaire. Oui, en effet, il y a une formation minimale qui est obligatoire à faire pour exercer le métier de pompier au Québec. Cette formation-là, on l'appelle la formation Pompier 1, qui est une formation de 275 heures, donc minimum. C'est respectable, 275 heures. Puis comme on le disait d'entrée de jeu tout à l'heure, bien, tous les pompiers qu'on choisit ici, donc les pompiers volontaires, ont tous un autre emploi. Donc cette formation-là doit être faite au travers de leur vie, au travers de leur emploi. Donc c'est sûr que c'est un dévouement quand même. On parle d'au moins un soir par semaine pendant pratiquement 2 ans. Des fins de semaine, des pratiques, des examens supervisés par l'École nationale des pompiers du Québec. De la manière qu'on fonctionne ici à Baie-Saint-Paul, en fait, tous les pompiers sont de garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, lorsqu'il y a un appel pour une intervention, tous les pompiers sont appelés. Par contre, tous les pompiers ne sont pas tenus de venir. Tous les pompiers, là, tous les noms des personnes. Les 43 pompiers sont appelés. Donc, vous avez un système, j'imagine. On a un système. Il faut que ça aille vite, là, parce qu'ils doivent avoir un délai pour... Oui, effectivement. Donc là, l'appel est transmis au 911. Okay. 911 transmet l'appel à notre centre de services secondaire, qui est la centrale COCA, qu'on appelle, qui, eux, font la répartition de nos appels. Donc, c'est avec eux qu'on communique. C'est eux qui nous déclenchent au niveau de l'alerte.
Donc, à ce moment-là, eux vont nous déclencher via un système de SMS ou une application sur notre téléphone. Un texto. Là. Un texto. Puis là, la personne, ça va faire tout sur le téléphone. Effectivement. Je sais pas trop, moi. Donc là, on est avisé. On a même une application qui s'appelle Survie mobile qui fonctionne avec la centrale, qui est bidirectionnelle dans le sens qu'on reçoit l'appel et nous, on est capable de répondre si on est en direction, si on est occupé, donc on ne peut pas se présenter, ou si on est disponible dans le cas d'une aggravation. On va recevoir l'appel sur nos téléphones. Le pompier va avertir son employeur, dire « Je dois partir, j'ai une intervention incendie ». A répondu ce qui est en direction vers la caserne. À ce moment-là, ça s'affiche directement sur l'écran qu'il y a derrière moi. Quel pompier est en direction de la caserne. Donc, on est capable de voir en temps réel le nombre de pompiers qui répondent à l'intervention. On est capable de voir et où l'emplacement de l'intervention, la catégorie de risque du bâtiment, y a-t-il un plan d'intervention? Il y a beaucoup d'informations qui sont transmises à l'écran ici. On a aussi l'imprimante qui est là, qui sort tous les plans d'intervention aussi, qui imprime ici sur les bâtiments qu'on a déjà fait un plan d'intervention parce qu'on a fait des plans d'intervention dans plus de 300 bâtiments ici à Baie-Saint-Paul déjà. Donc, ça sort ici à l'imprimante. Donc, il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Donc, le pompier, quand lui va arriver ici en caserne, comme vous voyez, ils ont toutes leurs propres cases. Donc, c'est le mot d'ordre ici. Donc, on demande à tous les pompiers de se présenter en caserne et non directement sur les lieux d'intervention. Parce qu'il y a des services incendies qui fonctionnent de cette façon-là aussi, puis c'est bien correct. Mais nous, étant donné qu'on a beaucoup de véhicules, et on veut s'assurer que les pompiers aient leur équipement de protection quand ils vont arriver sur les lieux de l'intervention. Puis on va arriver avec une force de frappe. On ne veut pas arriver juste un pompier comme ça, tout seul, sur l'intervention. Donc les pompiers vont venir ici. Puis lorsqu'on arrive en caserne, bien évidemment, chaque pompier a sa case avec son équipement de protection individuelle à l'intérieur. Ce qu'on appelle dans le jargon le bunker, qui est l'habit de combat. Donc il est en deux parties. On a le manteau ici. Et on a aussi le pantalon, donc c'est l'habit de combat. À cela se rajoutent évidemment les bottes, les gants, la cagoule, le casque. Donc ça, c'est les vêtements de protection du pompier. Et ensuite, on a aussi l'appareil de protection respiratoire qu'on doit porter sur les interventions pour justement éviter de respirer de la fumée toxique, etc. Le manteau et le pantalon sont montés de la même structure, c'est-à-dire qu'on a deux couches, on a deux doublures en fait. Il y a une doublure intérieure, qu'on appelle ici, qu'on voit ici, la doublure interne, et la doublure externe. La doublure externe est faite seulement d'une composante, donc c'est une protection qui est mécanique, mais aussi au niveau des flammes, ça reste limité, mais c'est la protection qu'on a au niveau de la couche externe. Au niveau de la doublure interne, elle est divisée en deux couches. On a une protection thermique, qu'on voit ici, et on ne voit pas là, présentement, mais de l'autre côté, en fait, c'est une protection anti-humidité. Donc, il est là justement pour faire respirer le pompier, parce que c'est très chaud, cet équipement-là. Il a l'air lourd aussi, hein? Oui, ça a quand même une certaine pesanteur. Ouais. Puis, évidemment, bien, on joue avec l'eau, hein, beaucoup. Donc, ça a le pouvoir imperméable est dans cette couche-là. Donc, c'est divisé comme ça, le pantalon, c'est la même chose. Et ça, bien, cet habit-là, c'est très, très chaud. On doit porter ça été comme hiver. L'hiver, on est content d'avoir ça. Sauf quand on est mouillé, on est moins content. Oui. Mais l'été, il fait extrêmement chaud avec ça. L'appareil de protection respiratoire qui est ici. Et mon Dieu, ça aussi, ça a l'air lourd. Donc, il y a un style de sac à dos avec une bonbonne. C'est de l'air qui est à l'intérieur, donc c'est vraiment de l'air. L'air qu'on respire en ce moment est compressé avec un compresseur et injecté dans la bombe. Donc, à ce moment-là, c'est cet air-là qu'on va respirer lorsqu'on est dans un environnement qui est dangereux pour la Puis santé. une durée d'autonomie de combien, là-dedans? 45 minutes théoriques. OK. Oui, parce que j'imagine que si tu demandes à l'effort puis tu respires plus... Et voilà. Donc, dépendamment de l'effort qui est fait, donc la durée diminue. En réalité, c'est peut-être plus une demi-heure que 45 minutes. L'appareil de protection respiratoire, lui, c'est bon tant qu'il passe les tests, parce que c'est testé annuellement. Donc, tous les équipements que vous voyez ici sont inspectés annuellement au minimum, parce qu'il faut s'assurer que tout fonctionne, parce que ça, c'est de loin les pièces d'équipement qui doivent être le plus fonctionnelles. Parce que s'il y a une défectuosité ou quoi que ce soit qui ne marche pas, bien, c'est directement la santé et sécurité du pompier qui est en danger à ce moment-là. Donc, ça, c'est les pièces les plus importantes.
Là, ça tourne autour d'une vingtaine de livres, l'appareil de protection respiratoire, plus tout l'équipement. Donc, c'est sûr qu'on parle de 30 à 40 livres, dépendamment des équipements qu'on va traîner supplémentaires pour aller à l'intervention. Des outils, que ce soit des haches, des scies, des hoses, des tuyaux. On a plein d'équipements qu'on va traîner, donc c'est sûr que c'est quand même assez lourd à porter. Les gars et les femmes arrivent ici, s'habillent rapidement. Nous, le côté pratique, tantôt on parlait justement là, de savoir le statut des pompiers là, en temps réel. Donc nous, ça nous donne la possibilité de voir, bon, bien si on veut sortir avec notre camion échelle, est-ce qu'on a des opérateurs qui vont s'en venir rapidement? Parce qu'on sait que c'est une application, donc tous les pompiers sont géolocalisés. On va pouvoir vraiment être en mesure de savoir s'ils arrivent dans 1 ou 2 minutes. Donc, on peut justement préparer les pompiers à embarquer dans le véhicule et pouvoir partir le plus rapidement possible. Donc, on va s'assurer qu'il y ait un opérateur du côté conducteur, un officier ici assis à l'avant du côté droit et 4 pompiers là, en ce qui concerne notre camion échelle ici. Nous allons voir à l'intérieur. Tous les pompiers ont un radio ici, une lampe de poche qu'ils vont aussi ajouter à leur habit. Et tous les sièges ici dans le véhicule sont des sièges 911 avec l'appareil respiratoire intégré dans le banc. Donc le pompier va venir s'asseoir ici, va venir justement endosser son appareil respiratoire. Et pour le décrocher du banc avant de débarquer du véhicule, on tire ici. Et puis l'appareil respiratoire se décroche. Donc le pompier reste seulement à aller chercher ses outils pour aller sur les lieux de l'intervention. On peut avoir un incendie qui est dans le périmètre urbain, où est-ce qu'on va envoyer différents types de véhicules, et on peut avoir une intervention qui va être en montagne, plus en périphérie de la ville de Baie-Saint-Paul, où est-ce qu'on va envoyer d'autres types de véhicules. Donc, il faut être à l'affût. Quand les pompiers arrivent ici, il va y avoir un officier qui va prendre un peu le lead, si je peux dire, puis qui va dire embarque dans tel véhicule, on part avec tel type de véhicule pour se rendre sur l'intervention. On sait qu'il n'y a pas des bornes fontaines partout. Non. S'il y a un feu à Saint-Placide, qu'est-ce qui se passe? Bien, en effet, il y a plusieurs gens qui nous posent la question, justement, dans ces endroits-là. Si on a un incendie ici, comment vous faites pour avoir de l'eau? Il n'y a pas de bonne fontaine. Donc, c'est des questions qu'on a quand même souvent. On va utiliser des piscines qu'on va déposer au sol, des piscines de 3000 gallons américains, nos transporteurs d'eau, nos camions-citernes qu'on appelle, on en a 2 ici à Baie-Saint-Paul quand même, qui ont chacun justement 3000 gallons à l'intérieur. Donc, ces camions-là vont vider leurs citernes dans ces piscines-là sur place, et l'eau de ces piscines-là vont être aspirées par l'autopompe qui va être sur place, donc on va avoir de l'eau. Et les 2 camions-citernes vides comme ça vont après ça aller dans des points d'eau qu'on a déjà ciblés, soit des points d'eau naturels ou des points d'eau qu'on a installés nous-mêmes. Donc on en a plusieurs d'installés ici à Baie-Saint-Paul dans des endroits stratégiques, des réservoirs souterrains avec une prise sèche qu'on appelle. Donc les camions-citernes vont se rendre à ces endroits-là, vont remplir leur citerne et ensuite vont retourner sur l'intervention pour vider la citerne dans la piscine, et on va fonctionner comme ça. Tant et aussi longtemps que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Effectivement. C'est ça. Donc, dépendamment de l'ampleur de l'incendie. Sébastien parlait de l'intervention. On essaie justement de jumeler mon travail et rendre celui de l'intervention utile aussi en même temps, dans le sens où moi, je fais la visite de prévention incendie, je vais faire l'inspection de tous les systèmes qui vont détecter un incendie dans un bâtiment. Et puis, du côté de Sébastien ou des autres membres, des autres officiers, là, ils vont faire aussi la visite avec moi, mais pour prendre des renseignements plus sur le bâtiment en question. Donc, toutes les caractéristiques du bâtiment, comme vous parlez des bâtisseurs, dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui nécessitent de l'aide à l'évacuation. Oui. Donc, mon travail va d'emblée aider l'intervention parce qu'on parlait tantôt de l'imprimante. C'est un plan d'intervention avec plein d'informations, justement, qui vont sortir sur le bâtiment en tant que tel. Donc, nous, dès qu'on répond, on part avec les véhicules, mais on va avoir déjà une certaine base de données sur le bâtiment en question, le nombre d'occupants qui sont à l'intérieur. Si on a un appel à 3 heures de la nuit, est-ce que ce bâtiment commercial-là va avoir des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui dorment?
à l'intérieur. Donc, c'est tous des petits détails qui vont faire que l'intervention va être 2 fois plus efficace. Tantôt, Sébastien parlait aussi de l'approvisionnement en eau. Donc, tous les points d'eau, lorsque les gars ou moi, on fait le plan d'intervention, notre point d'eau, si on est en périmètre, hors périmètre urbain, notre point d'eau le plus proche, il se situe où exactement? Donc, l'officier commandant, dès qu'il arrive justement sur l'intervention, on est dans le feu de l'action avec le stress, l'adrénaline et tout. On a déjà une base de données qu'on n'a pas à se casser la tête. Tout est écrit noir sur blanc et puis ça facilite énormément l'intervention. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le camion-citerne. Tantôt, on parlait comment est-ce qu'on gérait l'approvisionnement en eau lorsqu'on est dans des endroits éloignés. C'est avec ces camions-là, finalement, qu'on va transporter de l'eau. Donc, ce qu'on voit ici à l'arrière du véhicule, c'est plein d'eau. C'est un réservoir d'eau de 3000 gallons américain. Là, il est rempli. Là, il est rempli. Ils sont toujours pleins, nos camions. Oui, hein? Ça, c'est Pas très, vide, hein? très, très important. Donc, au niveau de l'eau, il faut que ça soit toujours plein. Au niveau de l'essence aussi dans les véhicules classiques, il faut toujours que ça soit plein. Donc ça, c'est un camion-citerne qui va sortir toujours lorsqu'on parle en termes dans le métier, on dit hors périmètre urbain. Donc lorsqu'on a un appel incendie hors périmètre urbain, ce camion-là va être à sortir en deuxième. Donc ici, c'est notre véhicule 211, donc c'est notre autopompe principale. Notre véhicule d'attaque en majorité là, sur 80 des appels qu'on a ici à la caserne. Qui peut emmener 5 pompiers. Donc, c'est le premier camion? Oui, en majorité, c'est notre véhicule, là, le premier qui va partir là, sur la plupart des interventions. Okay. Le 211 avec 5 pompiers à bord. Un véhicule qui peut avoir une capacité de 800 gallons ici par minute. Là. Là, on est devant le camion échelle. Ça, c'est l'impressionnant. Effectivement. Il ne doit pas sortir toujours, lui, hein? Non, en effet, c'est un camion qui va rester principalement dans le périmètre urbain, c'est-à-dire vraiment dans la ville de Baie-Saint-Paul. On ne se promène pas là, en montagne avec le camion échelle. Ouais, d'abord que, premièrement, c'est un véhicule qui est plus ou moins adapté pour ça, hein, on va se le dire. Puis, évidemment, c'est un véhicule qui est plus spécifique aux risques plus élevés qu'on a vraiment au centre-ville. Avec une échelle de 110 pieds. Avec une pompe aussi à l'intérieur, on peut servir d'autopompe également, puis il transporte 6 pompiers. Donc c'est notre véhicule là, principalement qui peut être utilisé là, sur tout type d'intervention au centre-ville. J'aimerais savoir, on regarde service sécurité incendie. Sécurité, c'est plus large que juste aller éteindre des petits feux. C'est quoi le spectre, le déploiement que vous faites en dehors d'un incendie? Bien, écoutez, c'est sûr que les feux de bâtiments sont de moins en moins nombreux là, d'année en année avec la prévention, la sensibilisation, autant chez les occupants, les citoyens, les commerces. Ça fait son travail là, depuis une vingtaine d'années. Mm-hmm. Par contre, un pompier, bien, ça va être quelqu'un qui vient aider en situation d'urgence. On peut parler de sauvetage en forêt, on peut parler d'un accident de la route. Ici, à Baie-Saint-Paul, on a dans le fond des spécialités. On a la spécialité de sauvetage en espace clos. Donc, on a une équipe là, qui est formée, qui a de la formation là, et des pratiques là, régulièrement ici à l'interne là, avec l'équipe en soi. Mm-hmm. On a aussi le sauvetage d'urgence en milieu isolé. Donc, ici, la MRC, on a un territoire qui est non organisé. Donc, on a souvent beaucoup de touristes, des gens qui s'improvisent un petit peu, randonneurs expérimentés, puis au bout de quelques heures se rendent compte, malheureusement, qu'ils sont plus capables de revenir au point de départ. Donc, on a une équipe, là, plusieurs pompiers. Dans le fond, tous les pompiers sont formés pour intervenir dans ce type d'intervention-là. C'est notre véhicule 6 roues. Un des deux qu'on a est présentement monté directement sur la remorque pour les sauvetages, justement, en milieu isolé. Il a été un petit peu modifié, comme on peut voir à l'arrière. Là, il a été modifié pour l'adapter justement pour le sauvetage d'urgence. Donc, on a une civière montée dessus à l'arrière, un emplacement supplémentaire qui a été rajouté pour l'ambulancier. Donc, on peut transporter 4 personnes finalement sur ce 6 roues. Il y a des chenilles pour l'hiver, donc dans quelques semaines, probablement va subir la modification pour l'hiver. Sa transformation. Présentement, on est dans la période de transition, donc on en a 2.
C'est pourquoi il y en a un présentement sur roue et il y en a un autre actuellement qui est déjà sur chenille. Parce que, bon, le territoire qu'on a, bien, on le voit. Je fais juste regarder à l'extérieur. Il y a de la neige dans les montagnes, mais ici, en bas, il n'y en a pas du tout. Donc, on est dans la période, justement, entre-temps. Et une dernière spécialité qu'on offre, on parlait tantôt de spécialité, mais c'est des incarcérations. Vous avez parlé, dans le fond, d'accidents de voiture. Ouais. Donc, on a certains pompiers qui sont formés aussi là, pour la désincarcération. Vous avez une unité de désincarcération. Vous avez un camion spécial. Je suis vraiment étonnée de voir l'ampleur du camion. Oui, c'est un véhicule, justement, qui va couvrir la MRC, là, ici, de Charlevoix au complet. Véhicule de désincarcération, donc qui va principalement agir là, lors des accidents d'auto. C'est un véhicule qui va avoir des pinces de désincarcération, des écarteurs, des coussins de gonflage, des coussins de levage. Tout, dans le fond, tout le matériel là, requis pour désincarcérer des personnes qui sont prises à l'intérieur des véhicules. On a quand même deux routes principales, là, la 138 et la 362. C'est quand même des routes où il y a beaucoup de touristes. Notre région c'est une région touristique, oui, est très populaire, là, autant été qu'hiver. Donc, de là, l'importance d'avoir un véhicule de ce genre-là ici dans la caserne. Comme Baie-Saint-Paul est une ville centrale pour l'Ouest, je sais que vous avez des ententes inter-villes, intermunicipalités. Comment ça fonctionne? S'il y a un feu aux éboulements, j'imagine qu'ils doivent faire appel à vous, là. Il y a plusieurs ententes qui existent, là, en effet, entre les différentes municipalités. Des ententes d'entraide qu'on appelle, soit pour les interventions, évidemment. Par exemple, là, à Saint-Urbain, s'il y a une intervention de feu, Baie-Saint-Paul est toujours appelé en entraide automatique. Donc, aussitôt qu'il va y avoir l'appel à Saint-Urbain, on va avoir l'appel en même temps. On envoie un nombre de pompiers qui est déjà prédéterminé. Donc, les deux services incendie se sont assis ensemble et ont déterminé le nombre de pompiers qu'on devait envoyer à Saint-Urbain pour les aider, pour avoir la force de frappe qu'on appelle dans le jargon. Donc, il y a plusieurs ententes comme ça au niveau de l'intervention. On a des schémas de couverture de risque en incendie qu'on doit respecter. Donc, chaque municipalité a adopté un schéma de couverture de risque à l'échelle de la MRC. Et ce schéma-là est coordonné par la Ville de Baie-Saint-Paul, par le service incendie de Baie-Saint-Paul ici, qui sont les coordonnateurs du schéma de couverture de risque. Ce pouvoir-là nous a été donné par la MRC. C'est la Direction générale de la MRC qui a donné ce pouvoir-là au service incendie de Baie-Saint-Paul pour justement coordonner le schéma pour que toutes les municipalités entrent dans les objectifs du schéma. Donc nous, on a un travail un peu de supervision, justement d'établir des programmes, soit des programmes d'inspection, des programmes d'entretien, etc., pour qu'on respecte les orientations du ministère de la Sécurité publique. Puis nous, on s'assure de superviser tout ça là, à ce moment-là. Donc on travaille beaucoup avec les autres municipalités. Alors, Dominique, Sébastien, quelle merveilleuse visite de votre caserne. Là, on est devant le doyen. C'est pas toi, Sébastien? Non. C'est pas Dominique. C'est le camion derrière vous. Qu'est-ce que ça veut dire être doyen pour ce camion-là? Bien, c'est que présentement, dans la flotte de véhicules qu'on a, c'est notre plus vieux véhicule. C'est un 2002. Il n'est pas si vieux que ça, mais en incendie, c'est un vieux véhicule là, qu'on a ici. C'est le plus vieux à la caserne de Baie-Saint-Paul, qui est un camion-citerne, comme on a vu tout à l'heure, le 311, même principe, sauf un petit peu moins récent, mais toujours très fonctionnel. C'est le dernier véhicule à transmission manuelle qui nous reste aussi dans la caserne. Les autres sont tous à transmission automatique. C'est un véhicule qui sort quand même très souvent parce que lorsqu'ils demandent un camion-citerne dans les autres municipalités en entraide, on envoie ce camion-là en premier. Okay. Donc, c'est sûr que ça n'a pas n'importe quel opérateur pompier qui peut partir avec ce camion-là. Non, surtout comme on dirait en bon québécois, il est à clutch. Oui, effectivement. Donc, ça prend quand même une certaine expertise pour conduire ce véhicule. Est-ce que c'est le camion qui sert à la parade du 24 juin? Il y a beaucoup de camions, mais lui, généralement, non. Okay, il n'est pas à la parade. Souvent, on met le camion échelle, qui est le camion le plus, si on veut, le plus pompier là, de la caserne. Qui est le plus glamour. Oui, le plus glamour, disons ça comme ça. Écoute, on est impressionnés quand on voit ça. Hey, je vous remercie beaucoup, Dominique, Sébastien, de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. J'espère que les citoyens de Baie-Saint-Paul et les citoyens de Charlevoix-Ouest vont en savoir un peu plus, vont vous poser des questions quand ils vont vous voir dans vos campagnes de financement pour les organismes
qui vont être curieux, puis ils vont être surtout reconnaissants. Je vous remercie pour le travail que vous faites parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de vous le dire, mais je pense que les gens réalisent comment c'est important. Puis on est chanceux, comme vous disiez, avec 43 personnes de disponibles. Vous pouvez répondre en tout temps. On peut se sentir en sécurité. Je vous remercie beaucoup. Ça fait grandement plaisir. Oui. Puis, les citoyens, on va les voir. Ils sont invités à venir à la caserne, là, toujours. Là. Les portes sont ouvertes. Oui, il y a des portes ouvertes qu'on fait annuellement, mais en général, n'importe qui se présente de jour de semaine ici en caserne et qui veut juste entrer, venir voir les camions. Si on est disponible, ça va nous faire plaisir. Attention, Sébastien, tu peux avoir un line-up. On va avoir un line-up. Mais il y a plusieurs personnes qui le font. En général, pas nécessairement des citoyens de Baie-Saint-Paul, mais il y a plusieurs gens de l'extérieur, beaucoup d'Européens qui viennent en visite, qui viennent nous visiter à la caserne. Donc, les portes sont toujours ouvertes aux citoyens. Puis en plus, on va les rencontrer. Dominique, tu les vois dans leur bâtiment commercial. Ouais, tu rencontres les citoyens. Moi, de mon côté, je rencontre souvent les gens là, dans leur maison parce que normalement, on passe dans toutes les maisons, là, effectivement. Okay. Puis comme dit souvent notre supérieur, c'est l'équipement qu'on utilise, mais c'est grâce aux citoyens qu'on a la chance justement d'avoir des beaux véhicules puis une belle caserne aussi outillée comme on l'a présentement. Donc, encore une fois, les portes sont toujours ouvertes pour les gens de Baie-Saint-Paul. Bon, moi, je ne dis pas que je ne reviendrai pas prendre un petit café avec vous autres. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai envie de faire comme Séraphin. Je me suis procuré des chouines. Regardez-moi la beauté des billets. Écoutez, on a la chance de recevoir Alexandre Barré, chargé de projet à la Chambre de commerce de Baie-Saint-Paul. Donc, il va nous révéler tous les secrets. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, très bien. Dis-moi, Alexandre, qui a eu cette idée folle de concevoir, de penser à de la monnaie locale? L'idée est née avec différents partenaires de la région de Charlevoix. Il y a 2 ans de ça, on avait fait des chèques bonifiés pour le temps des fêtes quand il y avait eu pendant la COVID l'annulation des marchés de Noël. Puis ça avait été sur un temps très limité de 3-4 mois. Puis l'année d'après, on s'était dit ça avait quand même bien marché, puis ça avait bien soutenu les commerçants au temps des fêtes. On s'est dit ça serait bien de pérenniser cet élan d'achat local, mais sur le temps long. Puis les chèques bonifiés, ça durait que... C'était vraiment dans une période définie. Circonscrite, oui, c'est ça. Il fallait toujours les reconvertir, donc c'était quand même assez laborieux. Donc on a essayé d'étudier différents modèles qui existaient à travers le monde, puis on est tombé sur les monnaies locales. Petite recherche sur le web, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Tout à fait. Okay. Puis il existe plusieurs monnaies locales à travers le monde, mais pas beaucoup là au Canada à l'heure actuelle. Donc on s'est dit, c'est une très bonne idée, ça, c'est de mettre en circulation une autre monnaie charlevoisienne qui pourra circuler de commerçants à utilisateurs, entre utilisateurs, tout au long de l'année, en version papier puis en version électronique. OK. Puis, donc sur le téléphone, là, je peux télécharger puis payer avec ça. Tout à fait. Il y a une application électronique. Puis les partenaires, donc c'est Tourisme Charlevoix, les MRC de l'Est, de l'Ouest, que c'est vraiment surtout le Grand Charlevoix, les associations de gens d'affaires. Donc vraiment, il y a une dizaine de partenaires autour du projet. Donc, vous avez décidé de poursuivre le projet. C'est ça. Ça veut dire que l'année dernière, ça a pu être concluant, là, comme je dirais... utilité, puis au niveau du volume que vous avez vendu aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, au niveau de la monnaie locale, la chouenne, on l'a lancée le 2 novembre l'année dernière, donc ça fait tout juste 1 an, là. Puis quand on l'a lancée, on a mis en vente 250 000 chouennes au début, qui étaient bonifiées de 20 %. 250 000 en valeur de dollars. C'est ça, en valeur de dollars. Okay. Parce qu'une chouenne vaut $1. Donc c'est facile pour s'y retrouver. Oui. Puis donc le 2 novembre de l'année dernière, on a mis en vente 250 000 chouennes bonifiées de 20 %. Puis ça s'est écoulé en 5 jours seulement. Donc il y a vraiment eu 5 jours? Oui, 5 jours, c'est ça. Mais mon Dieu, ça a répondu à un besoin incroyable. Puis, en tout cas, les gens ont vu l'opportunité de vraiment... On reste local, on n'a pas le choix. Là. On ne peut pas aller acheter à Québec dans un magasin. Là, avec c'est ça, c'est tout l'intérêt de la chouenne, c'est que, bien sûr, on peut faire de l'achat local en dollars canadiens, mais après, on ne sait pas où va cet argent-là parce qu'on peut s'en servir à l'extérieur de la région ou autre, alors que
d'acheter local, c'est déjà bien, mais si en plus on le fait en chouenne, c'est encore mieux parce qu'on sait que l'argent va rester dans notre économie locale. Écoute, est-ce que tu as un peu de chiffres à nous donner sur l'année dernière? Ben oui. Oui. Ben, comme je le disais, OK. donc, les 250 000 premières chouennes se sont écoulées en 5 jours, mais ça ne s'arrêtait pas là. Parce qu'après, on continuait de vendre des chouennes tout au long de l'année, mais avec une bonification moindre de 5 mais Oui, quand même vous aviez fait une promotion spéciale. C'est ça. je Pour pense, le hein? lancement, on avait Ouais. vraiment fait une grosse promotion de 20 mais après, tout au long de l'année, les gens pouvaient se procurer tant des chouennes papier que électroniques avec quand même une bonification de 5 donc ça encourage quand même Oui, oui. à en acheter. Puis ça, tout au long de l'année, donc il s'en est vendu au fur et à mesure. Puis là, un an après, on en a vendu pour plus de 445 000 chouennes. 445 000 $. Donc, ça Wow. fait vraiment un beau volume de monnaie charlevoisienne Je en comprends. circulation. Donc, Oui, oui, oui. on est vraiment fiers de cette progression-là. Puis tous les jours, ils s'en achètent. Écoute, moi, j'ai l'habitude d'offrir mes cadeaux de Noël, j'offre des produits de Charlevoix. Mais Oui. là, cette année, je vais pouvoir, parce que l'année passée, c'était tellement nouveau, mais je vais pouvoir ajouter des choueines, Eh alors, oui. comme cadeau. Ben oui, Hein? comme tu disais, ils sont vraiment beaux, ils sont faits par des Oui. artistes locaux, les œuvres qui les illustrent. Donc c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez faire, puis ça permettra aux gens de venir vous voir dans la région, là, si vous en envoyez à droite à gauche. Écoute, vous avez des 50 des 20 10 5 C'est 1 ça. avec vraiment tous des dessins particuliers où vous avez mis des artistes en valeur, c'est ça? Dans le fond, il y a 5 coupures pour permettre aux gens de favoriser les transactions, là, parce Oui. que des fois, il faut faire la monnaie, etc. Puis Oui. des pièces, ça coûte trop cher à fabriquer, donc on a fait des billets Oui, oui, oui. de 1, de 5 Comme on chouettes. avait quand j'étais C'est ça. petite. On avait des 1 en papier, des 2 Les gens C'est se ça. souviennent de ça. Donc ça permet vraiment de faire ces achats dans les commerces de la région. Donc en version papier, mais en version électronique aussi, ça permet de payer Oui, de parce que façon les directe. jeunes trentenaires, on s'entend. Moi, ma tante Joseph, là, qui approche la soixantaine, je suis pas encore sur le virage téléphone. J'aime les choses, mais j'ai Ben trouvé oui, ben oui. Ils tellement sont tellement beaux. beaux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on a même des collectionneurs là, des fois qui nous approchent pour en acheter juste pour les conserver. Et les parce que, conserver, hein? Comme ouais. durant l'année, là, on avait annoncé là, qu'on était au musée de la monnaie là, du Canada. Donc, c'était Ah, très oui, honorifique OK, oui, aussi. c'est ça. On a fait beaucoup de chemin cette année là, avec la chouenne. On en a entendu parler beaucoup. Dis-moi, Alexandre, là, c'est pas rien qu'un ou deux commerces là, dans lesquels Non. je peux dépenser mes choueines. Là, parce Non, que si j'en heureusement. donne en cadeau, puis que mes amis, ben ils vont venir passer un week-end, ils vont peut-être louer un gîte, puis ils vont aller dépenser leurs chouennes. C'est ça. Donc, il y a combien? Donc- Es-tu capable de me donner un portrait? un Oui, peu? ben, au lancement, on avait 100 commerces qui OK. étaient dans le réseau de la chouenne. Puis là, un an après, on est rendu à 180, donc pas loin des 200. Puis Oui. petit à petit, ils s'en rajoutent au fur et à mesure. Puis on peut vraiment les dépenser dans plein de domaines. Ça peut être des cafés, il y a c'était le Mousse Café, il y a des restaurants, on peut même aller faire des massages, aller chez l'ostéopathe. OK, on donc, peut mais payer c'est son très varié, comptable. là, votre, C'est très varié. votre Oui. étalonnage de commerce, Ben, c'est incroyable. C'est vraiment dans l'idée de développer le réseau. Il faut qu'il y ait une diversité de commerces. On peut aller chez BMR aussi, si on a des travaux dans sa maison. On peut s'acheter des produits d'entretien ménager. Il y a vraiment une diversité de commerces parce que plus il y aura de commerces diversifiés, plus la chouenne pourra circuler, puis ça sera favorable pour notre économie. Est-ce que sur votre site à la Chambre de commerce, on peut voir tous les commerçants qui sont listés? J'imagine? Oui, tout à fait, mais ce n'est pas sur le site de la Chambre OK. de commerce. Ah, Par d'accord. contre, c'est vraiment le site de Charlevoix-Fort, la chouenne. Ah, Charlevoix-Fort, oui, c'est ça, OK. Parce que la Chambre de commerce, c'est l'organisme qui porte le projet, mais comme OK. j'ai dit, c'est un projet avec plein de partenaires. Puis il y a vraiment un site internet Charlevoix-Fort où là, vous pouvez retrouver le site de la chouenne avec comment se procurer des chouennes et puis où les dépenser. Puis on a vraiment aussi une application là, avec les commerces qui sont géolocalisés. Donc en fonction de votre position dans Charlevoix, vous pouvez savoir les commerces à proximité. Est-ce que c'est étendu seulement dans Charlevoix-Est ou Ouest ou parce que Non, c'est de Petite-Rivière-Saint-François à Baie-Sainte-Catherine. Ah, donc, d'accord. Fait que sur c'est- l'île aux Coudres aussi, Ah, oui, 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 dans donc, les terres. Donc, OK. c'est vraiment partout. Donc, les 180 commerces là, que je citais, ils sont vraiment autant dans l'Est que dans l'Ouest. Puis, on a aussi 2 bureaux de change si vous voulez vous procurer des chouennes papier. On a le site Internet pour en commander. D'accord. Mais on a aussi 2 bureaux de change. Il y en a un qui c'est au Mousse Café, puis un autre c'est à l'auberge de jeunesse de la Malbaie. Où en D'accord. tout temps, aux heures d'ouverture, vous pouvez vous procurer des chouennes papier. Puis Mais
Oui. Sûrement qu'avec Noël qui approche, vous allez être encore plus visible et plus facile de s'en procurer. Où serez-vous? C'est certain, parce que le temps des fêtes veut dire aussi marché de Noël. Puis marché de Noël, il y en a plein dans toute la région. J'invite d'ailleurs les gens à aller se renseigner sur la page du Charlevoix-Fort. On les recense, tous les marchés de Noël. Puis on va être notamment présent au prochain marché là, de Baie-Saint-Paul. On va avoir un kiosque donc, pour pouvoir renseigner les gens sur ce qu'est la chouenne, parce que ce n'est pas encore tout le monde qui est forcément au courant. Puis ils vendent des enveloppes de chouenne cadeaux. Donc ça peut être mis sous le sapin. Également, les entreprises, quand ils ont des parties de Noël, ils peuvent nous approcher pour donner ça à leurs employés. Donc, les enveloppes cadeaux, ça peut être une enveloppe de 150 $ où il va y avoir une répartition. Généralement, c'est des enveloppes de 100 chouennes. Après, on peut faire des enveloppes spéciales là, si les gens veulent d'autres montants. Mais généralement, c'est des enveloppes de 105 chouennes exactement, parce que... Avec le pourcentage que vous donne, oui. Donc, ça vaut 100 $, mais on donne 105 chouennes, puis après, ça permet de dépenser ces 105 chouennes-là dans la région. Voilà. On va se voir au marché de Noël, c'est sûr, parce que je vais en ajouter dans mes cadeaux que j'offre à Noël de nourriture, de fromage, de plein de choses. Je vais rajouter la chouenne. Ça va attirer mes amis à venir me voir. C'est tellement mieux que donner des dollars canadiens. Parce qu'ils me disent toujours « t'habites loin », puis moi je leur réponds « ben toi aussi t'habites loin », tu sais, c'est une question de point de vue. Mais quand on reste dans une grande ville, on trouve que les gens qui restent plus loin, c'est toujours à nous à faire un effort d'aller les visiter, mais moi je vais essayer de faire le contraire. Ils seront obligés de venir là pour les dépenser, parce qu'ils ne peuvent pas les dépenser ailleurs que dans Charlevoix. Non, c'est ça, exactement. Dis-moi, je sais que vous êtes, comme d'autres entreprises, à la recherche d'une perle rare, peut-être? Oui, c'est ça. On avait jusqu'à maintenant une chargée de projet qui s'appelait le Maud Betty, qui était notre chouenneuse en chef pour aller à la rencontre des gens, à la rencontre des entreprises du réseau. Puis cette personne-là est partie vers de nouveaux horizons professionnels, et c'est tant mieux pour elle. Oui. Mais du coup, c'est ça, on cherche une nouvelle personne pour gérer la chouenne au quotidien avec les entreprises, avec les particuliers, puis aussi plein d'autres projets en achat local dans la région. Puis donc, on est à la recherche d'une nouvelle personne. Donc, s'il y a des gens intéressés par le projet... Qui sentent une vibration chouenneuse en eux, qui se sentent interpellés. Tout à fait. Qu'ils n'hésitent pas à contacter la Chambre de commerce, et puis on sera bien content de les accueillir. J'ai une question de curiosité. Oui. Moi, je suis quelqu'un de curieux. Écoute, la chouenne, qui a trouvé ce nom-là? Ah ben ça a été un long débat. Oui. Donc, avec les partenaires, puis d'autres personnes, c'est comme un peu participatif, cette recherche de nom. Tout le monde donnait un peu des idées de noms. Puis, c'est sûr qu'on cherchait un nom qui fasse référence à Charlevoix. Puis, le mot chouenne est comme ressorti parce que c'est le parler charlevoisien, c'est raconter des histoires. Toi qui es européen, tu as dû être obligé de te faire expliquer que c'est que ça voulait dire. Moi, je ne connaissais pas ça à la base. Là. Je connaissais juste la randonnée, la chouenne, là, qui existe dans la région. Mais c'est ça permet du coup d'apprendre un mot. Puis, c'est très identitaire. Les Charlevoix se reconnaissent dans ce mot-là. Puis, la chouenne, c'est ça, on l'échange. Donc, chouenner, c'est échanger des paroles. Mais avec la chouenne, on échange de l'argent et puis des services. Donc, c'est un peu ça qui a donné ce nom à cette monnaie-là. Écoute, je t'invite, on va aller chouiner autour d'un café. Alexandre, tiens. Merci. On va pouvoir aller boire un beau café ensemble. Oui, c'est ça. Peut-être même prendre un petit quelque chose de plus consistant. Eh oui, eh oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, cher Alexandre? C'est ça. Donc, c'est les 1 an de la chouenne, comme je disais. Donc, c'est pas fini, là. C'est pas parce qu'on a soufflé la première bougie, là, le 22 novembre, que c'est fini. On va continuer à développer le réseau, qu'il y ait de plus en plus de commerces et d'utilisateurs. Donc, j'invite vraiment les gens à se renseigner sur la monnaie, à s'en procurer quotidiennement pour faire leurs achats dans la région, surtout avec le temps des fêtes qui s'en vient. Puis, pour le temps des fêtes, là, comme l'année dernière, on va aussi avoir des belles petites annonces pour les Charlevoisiens puis les commerçants. On va notamment bonifier un petit peu plus les chouennes à partir de début décembre. Puis on va aussi on va afficher des promotions des commerçants du réseau, dans le fond, qui vont afficher des promotions. Et puis ces promotions-là seront accessibles seulement si on paye en chouenne. Donc, d'autant plus donc, à l'entrée du commerce, on va voir qu'ils sont participants à la chouenne. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on a des autocollants devant toutes les vitrines des commerçants participants. Il y a le répertoire
répertoire là, géolocalisé, puis la liste des commerçants sur le site Internet, puis l'application. Donc vraiment au marché de Noël aussi, ou marché public, là, si vous avez été cet été, vous voyez généralement un petit macaron, je l'ai là si vous voulez, comme ça, un petit macaron comme ça, amène tes chouans ici. Donc ça, c'est ça permet d'identifier vraiment les commerçants qui l'acceptent. Puis ça permet de vous dire que vous pouvez payer en chouan. Alexandre, je te remercie. Ben, merci. Je chouenne, tu chouennes, nous avons chouenné. Merci, Alexandre. Beaucoup. Alors, Souris Écono, as-tu aimé ton émission cette semaine? Oh, je le sais, quand on parle d'argent, tu es toujours disponible puis tu as toujours l'oreille attentive. Comme vous voyez, on commence à être coquin pas mal. Je voulais vous remercier d'être présent à l'émission, mais je voulais remercier l'équipe qui réalise l'émission. Donc, la belle Émilie, Normand, Éric, Nelly, merci parce que grâce à vous, on réussit à donner des émissions de qualité puis on s'amuse également. Donc, je vous donne rendez-vous à Ça se passe chez vous. À la prochaine!